Les livres ont la parole. Imaginez un palais présidentiel laissé à l'abandon. Les portes sont ouvertes, les animaux errent à l'intérieur, les murs s'effritent et au centre de ce décor irréel, le corps du dictateur. Un corps que personne ne touche, un corps que personne ne déclare vraiment mort. Comme si, même disparu, cet homme continuait à faire peur. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que cette scène, vous allez la revivre plusieurs fois, sous différentes formes, comme si la mort elle-même refusait de fixer la fin de son règne. Bienvenue dans L'automne du patriarche de Gabriel García Márquez. Ce roman raconte la vie d'un dictateur, mais pas comme une biographie. Il n'y a pas de chronologie claire, pas de jeunesse, pouvoir, chute. Non, à la place, Márquez construit son livre comme une série de grandes vagues. Chaque partie revient sur le patriarche, mais jamais de la même manière. On le voit conquérir, manipuler, aimer, douter, puis se perdre. Et peu à peu, un portrait se dessine. Ce patriarche, c'est un homme qui concentre tout. Il est l'État, il est la loi, il est la vérité. Un geste de lui suffit à faire disparaître un homme. Une parole suffit à transformer un mensonge en réalité. Et parfois, il va plus loin. Trop loin même. Il vend la mer. Oui, vous avez bien entendu, la mer. L'horizon entier, cédé comme une marchandise. On imagine la scène. Des papiers signés, des conseillers silencieux, et soudain, quelque chose d'immense, d'intouchable, n'appartient plus au paysage, n'appartient même plus au pays. C'est absurde, direz-vous. Et pourtant, dans cet univers, ça devient possible. Plus on avance, plus une chose devient évidente. Ce pouvoir est creux. Le patriarche semble tout contrôler, mais il ne sait jamais qui lui est fidèle. Ses proches le trahissent ou le manipulent. Le peuple le craint, mais le déteste en silence. Et lui, au milieu de tout ça, vit dans une peur constante. Peur d'être empoisonné, peur d'un coup d'État, peur de disparaître. Alors, il s'enferme. Il multiplie les gardes, les rituels, les mises en scène. Il se protège de tout, jusqu'à se couper du monde. Et c'est là que le roman devient presque physique, je dirais, parce qu'on ressent cet enfermement. Les phrases s'étirent, elles débordent, elles avancent sans pause, comme si un souffle qui ne vous laisse pas respirer. Les voix se mélangent, le peuple, les courtisans, les ennemis, et parfois le dictateur lui-même. On ne sait plus qui parle, on ne sait plus où on en est, et peu à peu on comprend. On est enfermé avec lui. Quelle galère! Le temps, lui aussi, se dérègle. On voit le patriarche jeune, puis vieux, puis presque éternel. On assiste à sa mort, puis à son retour. Les scènes reviennent, légèrement différentes, comme si l'histoire tournait en boucle. Et ça produit une sensation étrange, celle d'un pouvoir qui ne finit jamais. Au milieu de ce chaos, néanmoins, un détail frappe. Sa mère. Figure immense, presque sacrée. C'est peut-être la seule personne qui ait réellement compté pour lui. Et tout à coup, ce dictateur devient autre chose. On comprend son besoin d'être aimé, son incapacité à faire confiance, sa manière de confondre autorité et affection. Et le personnage devient presque tragique. On a presque pitié pour lui, parce qu'au fond, ce livre parle d'un homme qui a tout sacrifié. Certes, il a voulu être puissant, certes, il a voulu être éternel, mais en échange, il a perdu tout le reste, les liens d'amitié, familiaux, la vérité, la possibilité même d'exister autrement que comme figure de pouvoir. Alors il possède un pays entier, c'est vrai, mais il vit seul dans un palais vide. Et ce qui rend ce roman encore plus troublant aujourd'hui, c'est qu'il ne parle pas seulement d'un dictateur lointain ou d'un siècle. Il parle d'un mécanisme qui existe encore. Et parce qu'aujourd'hui, le pouvoir ne ressemble plus toujours à une caricature de tyran. Il peut garder les élections, il peut garder les institutions, mais peu à peu, il les vide de leur sens. On contrôle l'information, on fabrique un récit,
on invente des vérités, on installe une peur diffuse, et sans forcément interdire, on influence, sans forcément frapper, on isole. C'est ce que certains chercheurs appellent aujourd'hui une nouvelle forme de domination, un pouvoir qui ne s'impose pas seulement par la force, mais par le contrôle du réel lui-même. Et là, le roman de Garcia Marquez devient presque dérangeant. Parce qu'il ne décrit pas seulement un homme, il décrit une logique où le pouvoir finit par créer sa propre réalité, et où plus personne ne sait vraiment ce qui est vrai. Et c'est pour ça que cette image du début reste si forte. Vous vous rappelez ? Ce palais, ce corps. Parce qu'au fond, la question n'est pas seulement « est-ce qu'il est mort ?» La vraie question, aujourd'hui comme dans le livre, c'est « qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui ?» Alors, permettez-moi de revenir à cette image du début. Ce palais ouvert, ce corps que personne n'ose déclarer mort. Après ce roman, cette image change. Oui, on ne voit plus seulement un dictateur, on voit un homme qui a tellement voulu durer qu'il a fini par se dissoudre dans sa propre légende. Et peut-être que le plus troublant n'est pas qu'il meure, mais qu'on ait l'impression qu'il était déjà seul, déjà enfermé, déjà absent. Bien avant que l'on arrive dans cette histoire. Donc, si vous cherchez une histoire simple, suivez votre chemin, car ce livre n'est pas pour vous. Mais si vous avez envie d'une lecture qui vous prend, qui vous déstabilise, qui vous fait ressentir le pouvoir de l'intérieur, alors ouvrez l'automne du patriarche, pas pour suivre une histoire, mais pour vivre une expérience particulière. Et pour comprendre peut-être jusqu'où un homme peut aller quand il n'a plus rien autour de lui, à part le pouvoir, mais surtout, la stupidité.